un petit rappel. En mémoire, vous savez que la mémoire principale est divisée en zones, segments. Nous avons le segment point texte où on fait les allocations des opérandes qui sont stockées en mémoire. Ça, c'est les allocations statiques. Ça, c'est point data, pardon. Et point texte, segment, c'est la zone mémoire où on stocke le code machine pour nos programmes exécutables. Nous avons vu avec vous qu'il existe les directives qui permettent d'allouer l'espace mémoire. Donc, point des word, double word, point string, ça c'est alia pour déclarer une chaîne ASCII avec la terminaison de la chaîne avec 0 à la fin. Point space permet de spécifier un certain nombre d'octets initialisés à 0, etc. Nous avons les instructions d'accès aux opérandes qui sont stockées en mémoire. Ça, c'est les instructions de chargement, arrangement, load store. Il existe les différentes versions de load store pour accéder les différentes tailles des blocs en mémoire. Nous avons vu les instructions de calcul, arithmétique et logique, add, or, SLL, mul. Structures de contrôle sont exprimées avec les instructions de branchement conditionnel comme branch equal et instructions de saut comme jump. Nous avons vu qu'il faut toujours créer des programmes de qualité sans bug, lisibles et efficaces. Et maintenant, on verra avec vous de quelle façon on peut exprimer en langage d'assemblage des tableaux et manipuler les tableaux et tableaux de plusieurs dimensions. On verra avec vous le branchement indirect. Ça, c'est les instructions qui vont nous permettre d'effectuer les appels appels de fonctions. Donc, appel et retour de route. On va parler de la zone mémoire pile d'exécution qui est utilisée pour effectuer les appels de fonctions. On va parler comment on peut passer les arguments en ligne de commande, programme, on va terminer avec la discussion des mots d'adressage qui existent. Ça, c'est la manière d'encoder l'information sur où se trouvent les opérandes dans le code machine. La petite conclusion va terminer ce sujet. On commence avec tableau et matrice. Un tableau, c'est une structure de données linéaire, simple. Cette structure de données est intégrée à tous les langages de programmation, permet de stocker de manière contiguë en mémoire les éléments de taille fixe. Chaque tableau est défini par l'adresse de son premier élément. En assembleur, c'est la gestion de tableaux et déléguée complètement au programmeur. Donc, il faut allouer l'espace mémoire, de garder l'adresse du premier élément et par la suite, en ayant cette adresse, en sachant c'est quoi la taille pour chaque taille en nombre d'unités adressables qui est associée avec chaque élément, donc de manipuler cette adresse de tableau et ajouter les déplacements correspondants pour accéder au contenu de différents éléments. C'est ça ce que je viens de dire, de quelle façon on accède aux éléments d'un tableau. Donc, on utilise un pointeur, on charge dans un registre cette adresse vers le premier élément et par la suite, un index peut être chargé dans le deuxième registre
et index doit être transformé en déplacement correspondant, c'est-à-dire que nombre d'octets par rapport à la première adresse du tableau et par la suite, en additionnant ces deux valeurs, adresse du premier élément plus déplacement par rapport à cette adresse, on peut accéder aux autres éléments. Ça, c'est pointeur et index avec les deux registres différents. Index peut nécessiter une opération de multiplication pour faire la transformation en nombre d'octets. On peut accéder aux éléments en utilisant le pointeur plus ajouter le décalage par rapport à ce pointeur. Donc, registre 0, par exemple, contient l'adresse du tableau. Décalage est exprimé en nombre d'octets dans un autre registre. Donc, on va initialiser l'adresse du tableau dans le registre S0. Par la suite, on va utiliser l'opération add pour ajouter le déplacement correspondant à un élément avec l'adresse de base et on forme l'adresse absolue de l'élément. Par la suite, on utilise add immédiate pour faire la mise à jour de la constante de décalage. On peut utiliser pointeur seul et par la suite, c'est le pointeur qui va être mis à jour pour accéder aux éléments. Maintenant, on va regarder le programme C-tree.s qui lit 10 nombres. On veut les trier dans l'ordre croissant et on veut les afficher. Le code qu'on va implémenter, c'est un algorithme de tri simple, c'est Tribule, qui utilise les deux boucles imbriquées. Je vous rappelle que Tribule, qu'est-ce qu'il fait? Il échange les deux éléments, compare les deux éléments si le premier élément est plus grand que l'élément à côté. Donc, on les échange. Et on répète cette procédure jusqu'à ce qu'on ne fait aucun échange. Ça, c'est la version qu'on va implémenter avec vous. Donc, ça, c'est, je vais passer au programme. Ça, c'est la question. Matrice. Ça, c'est le programme tree.s. Donc, on va voir le code. Nous avons, qu'est-ce qu'on va faire? On veut, ici, comme vous voyez ici, tous les programmes, on commence avec la déclaration, association des symboles aux constantes. Ça, c'est les directives .eqv. Par la suite, nous avons la définition du segment .data. Ça, c'est le segment d'allocation statique. Ça, c'est les variables qui sont stockées en mémoire, qui sont déclarées dans cette section.
tous les messages que vous voulez utiliser. Ça veut dire que ça, c'est les constantes littérales, textuelles doivent être déclarées dans cette section. Tableau, on ne peut pas stocker des tableaux dans des registres. C'est logique qu'on veut allouer l'espace pour chaque tableau dans ce segment. Comment on alloue l'espace? C'est comme vous voyez ici, on utilise l'étiquette non symbolique, tab 2 points. Par la suite, on utilise la directive .space et on spécifie le nombre d'octets qu'on veut allouer pour notre tableau. Le nombre d'octets, comme vous voyez ici, c'est 40 octets. Chaque entier dans l'architecture RISC-V est représenté ça c'est architecture RISC-V 32, est encodé sur 32 bits. 32 bits, ça c'est 4 octets. Dans l'architecture RISC-V, chaque octet est adressable. Ça veut dire que notre entier va être représenté sur 4 octets. Et pour 10 entiers, 10 fois 4, nous avons besoin de 40 octets. C'est ça la taille qu'on a définie ici. Comme vous pouvez voir ici, .uqv associe notre symbole tablen avec la constante 10. Donc, cette déclaration est collée à l'allocation de la mémoire pour notre tableau tab parce que ces deux informations sont reliées par le sens commun et c'est logique qu'on place cette déclaration à côté d'allocation. Donc, nombre d'éléments du tableau, c'est 10. Et maintenant, la zone .texte qui commence. Utiliser comme s'inspirer de ces exemples lorsque vous écrivez votre code. Ça veut dire que d'abord, définissez la structure de votre code, définissez comment les services pour système d'exploitation avec les EQV, par la suite .data et déclarer les variables là, par la suite commencer .texte, ce segment où vous devez placer votre code. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut initialiser les valeurs de notre tableau et par la suite, on veut trier le tableau. Donc, c'est ça, c'est la stratégie pour accéder aux éléments du tableau. On va associer un registre un registre pour compteur. Un registre va être chargé pour notre index, on va utiliser la méthode, comme vous voyez, adresse du premier élément plus index multiplié par taille d'élément. Ce qui va nous donner adresse effective de l'élément qu'on veut accéder. On commence la première boucle pour lire les valeurs dans notre tableau. C'est ce qu'on implémente. C'est i égale 0, i plus petit que tablen, i plus plus. Et dans le corps de la fonction, c'est ça, on va chercher un nombre et on va mettre ce nombre dans le tableau. On initialise le tableau. La boucle S0, on initialise avec la valeur 0. Ça, c'est l'index de l'élément loup, initialisé à 0 au départ. On commence la boucle. Loop lire, ça, c'est étiquette. On va charger la constante 10, c'est notre comme limite sur le nombre d'éléments que notre tableau possède.
la boucle branch greater equal, tant que ça veut dire que si notre index dépasse le nombre d'éléments qu'on a prévu, qui doit, le nombre d'éléments stockés dans notre tableau, la valeur 10, dans ce cas, c'est la saisie est terminée, il faut sauter à l'étiquette triée. Sinon, on va lire un entier. On utilise service, on fait appel système. Après avoir cherché le premier nombre, notre nombre va être retourné par le système dans le registre A0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, on va utiliser l'instruction de décalage pour faire la multiplication par 4. Les index vont nous spécifier comme les positions pour les éléments, mais il faut transformer la valeur de l'index en déplacement correct. Et nous savons que chaque élément est stocké sur 4 octets. Ça veut dire que notre index doit être multiplié par 4 pour transformer la valeur de l'index en valeur déplacement par rapport à l'adresse du premier élément. Et c'est tout à fait approprié d'utiliser l'instruction de décalage logique. Comme vous voyez, c'est SLLI. On prend le contenu du registre S0. Ça, c'est S0 est associé avec notre I, index. On décale de 2 bits à gauche l'information, ce qui va nous donner l'expression I multiplié par 4 et on sauvegarde le résultat dans S1. Par la suite, on va former l'adresse de l'élément qu'on veut accéder. LAS2 tab va charger l'adresse associée à l'étiquette tab dans le registre S2. Par la suite, add va additionner l'adresse du tableau et le déplacement par rapport à cette adresse. Et c'est la valeur S1 va nous fournir l'adresse de l'élément qu'on veut accéder. Et on va stocker la valeur saisie à l'adresse calculée. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter notre index et jump loop lire, il faut répéter le traitement de saisie. Donc, comme vous pouvez voir, la première boucle permet de saisir et initialiser, saisir les valeurs et initialiser avec ces valeurs notre tableau. Après avoir initialisé notre tableau, on va trier. Donc, on va implémenter le code de haut niveau qu'on a présenté avec les 2 boucles imbriquées. Encore une fois, S0 va être utilisé pour la variable d'itération I. La première boucle, loop I, c'est ça, c'est tableau. Encore une fois, on va comparer si notre I ne dépasse pas le nombre d'éléments dans le tableau. La condition d'arrêt de la boucle, dès que I devient plus grand que tablen, on va sauter à l'étiquette affichée. Sinon, c'est ça, on va préparer l'information pour commencer la boucle imbriquée sur J. Donc, S1 va être associé à la variable d'itération J. Loop J, comme vous voyez encore une fois, on initialise la constante tablen comme contenu du registre T0. Par la suite, la condition d'arrêt, branch greater equal, dès que J devient plus grand que T0, on va sauter à l'étiquette continue. Donc, on va passer
Ça, c'est à la prochaine comme itération de la boucle externe. Si non, ça veut dire qu'on va faire le calcul comme suit. Donc, encore une fois, pour faire la multiplication par 4, on va on va utiliser le décalage de 2 bits à gauche, l'instruction SLLI, et on va former l'adresse de l'élément à l'index J pour faire la comparaison. Donc, ici, dans S3, on forme l'adresse absolue. On charge d'abord l'adresse du premier élément de notre tableau. Par la suite, on additionne le déplacement par rapport à cette adresse. Et on peut accéder à l'élément qui est stocké dans tab J. Par la suite, c'est ça, c'est pour accéder à l'élément à la position précédente, ça suffit d'utiliser le déplacement -4 par rapport à la même adresse. Ça va nous donner l'accès à l'élément adjacent. Et maintenant, on va utiliser l'instruction branchless equal pour faire la comparaison de ces deux éléments, la position J et J-1. Si tab J-1 est plus grand que tab J, encore une fois, ici, comme vous voyez, on vérifie la condition inverse. C'est plutôt S4, c'est tab J-1 si c'est plus petit ou égal que S3. Dans ce cas, on continue sur la boucle sur J. Mais sinon, il faut faire la permutation. Donc, comme ici, les deux éléments sont permutés en utilisant l'opération store word. Et par la suite, pour les deux cas, après la permutation et sans permutation, il faut continuer le traitement à partir de l'étiquette continuer J. Donc, CJ est incrémenté et on saute à l'étiquette pour continuer le traitement répétitif, pour terminer le traitement dans le cadre de la boucle imbriquée. Après avoir terminé la boucle imbriquée, il faut terminer la boucle externe, c'est l'étiquette continue I. Donc, on incrémente notre variable d'itération I et on saute à l'étiquette loop I. Pardon. Maintenant, après avoir exécuté le code, il faut maintenant afficher les éléments du tableau. C'est encore la boucle qui doit être utilisée. On va réutiliser les registres. Dans S0, on charge la constante 10, c'est le nombre d'éléments affichés. S1 va être utilisé pour former les adresses absolues d'éléments à accéder. Loop affiche, ça c'est l'étiquette qui est associée avec cette condition. Dès que le contenu de S0 qui contient le nombre d'éléments affichés devient 0, dans ce cas, on va sauter à la fin. On a terminé l'affichage. Sinon, on affiche l'élément. On affiche le caractère espace et on passe au prochain élément en incrémentant le contenu de la valeur S1 qui contenait la première adresse du tableau. Et ici, on passe au prochain élément et on décrémente notre compteur d'éléments. Et jump loop affiche, on revient au traitement répétitif.
c'est ça, c'est à partir de cette étiquette, on place les deux instructions qui terminent euh, notre programme. Donc, maintenant, on va regarder l'exécution. Donc, ici, euh, on va saisir. Ah non, oui. Un instant, je vais. Ça, c'est dans Settings, Simplify. Mhm. Je vais plutôt comme. Donc, c'est ça. Je vais exécuter. Euh, donc, je vais saisir les valeurs. C'est par exemple les 56, 2, 4, 5, euh, 1, -1, 4, 4. Donc, j'ai saisi 10 valeurs et comme vous pouvez voir, j'ai reçu le résultat. Ça, c'est les éléments en ordre plié. C'est -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 37, 38, 88, 88. J'ai saisi deux fois les valeurs. Pour écrire euh, vos solutions pour les TP, donc inspirez-vous des exemples qui sont présentés dans les sections programmes. Euh, c'est ça, c'est d'abord, c'est ça, c'est créer les premières ébauches, structure par les suite, ajouter petit à petit comme les bouts de code, réutiliser les expressions pour les boucles et ça va vous comme guider euh, dans la bonne direction pour créer les solutions euh, pour vos programmes. Euh, donc, je reprends la présentation. Maintenant, on va discuter de quelle façon on peut modéliser des tableaux à deux dimensions au plus. Un tableau à deux dimensions porte le nom en mathématiques matrice. Les matrices sont définies par le nombre de lignes et nombre de colonnes. Les cases avec les index IJ désignent les cases où I représente la ligne et J représente la colonne. On utilise les index à partir de 0 pour simplifier l'arithmétique et les éléments dans les matrices ont tous la même taille S. Donc, regardez l'exemple, la matrice avec deux lignes et trois colonnes. Les éléments sont adressés, c'est la ligne 0, colonne 0, ligne 0, colonne 1, ligne 0, colonne 2, et par la suite, ligne A et les colonnes sont numérotées pour représenter les autres éléments. Donc, comment on peut modéliser un tableau avec une seule dimension, ça va? Nous avons vu de quelle façon on peut accéder à chaque élément. Donc, une matrice qui possède une seule ligne. Dans ce cas, en ayant l'adresse du premier élément, on trouve les éléments suivants en faisant le calcul comme suit. Donc, adresse du premier élément plus le numéro de la colonne multiplié par la taille
d'un élément. Pour la matrice M, un tableau de 2 dimensions, lorsque le nombre de colonnes est homogène, donc on peut modéliser notre matrice comme un tableau d'une seule dimension. Et pour accéder les éléments de 2 dimensions, c'est plutôt on fait le calcul. Nous avons un tableau de n lignes, un tableau de tableaux. En fait, mais ça c'est la vue conceptuelle. C'est plutôt comme, c'est ça, moi je parle, c'est plutôt l'implémentation avec un grand tableau à une seule dimension. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est plutôt comme je viens de discuter cette méthode, un grand tableau à une seule dimension. Notre tableau d'une seule dimension va posséder la taille M, c'est le nombre de lignes multiplié par M, nombre de colonnes, fois L, c'est la taille d'éléments. Et la base IJ se trouve à l'adresse. C'est adresse du premier élément plus le numéro de la ligne multiplié par le nombre des colonnes plus J, c'est le numéro de la colonne, et tout ça multiplié par la taille de chaque élément. Donc, ce calcul va nous donner les éléments avec cette implémentation. Et pour la matrice E, où on modélise notre matrice avec un tableau de tableaux, nous avons un tableau de n lignes et la taille, c'est n, le nombre de lignes multiplié par le nombre de colonnes fois la taille de chaque élément. La ligne numéro I se trouve à l'adresse du premier élément plus le numéro de la ligne multiplié par numéro de colonne fois S. La case IJ se trouve à l'adresse suivante. C'est à peu près, c'est comme c'est le même calcul qu'on a vu précédemment. Puisqu'il n'y a pas aucun support du système pour manipuler des tableaux à plusieurs dimensions et donc en général, dans ce cas, il faut vérifier des bornes sur le nombre de lignes et le nombre de colonnes par nous-mêmes. Regardez l'exemple, c'est le programme matrice.s. Comme vous pouvez voir ici dans le bloc, dans le segment data, on déclare une matrice. Ça, c'est la matrice qui est déclarée explicitement. On utilise les deux directives .word, mais en fait, c'est ça, ça va nous donner quand même l'allocation continue. C'est ici qu'on place textuellement dans les deux lignes ces directives, mais en fait, ça va être plutôt comme on a pu les mettre dans une seule ligne. Et comme vous pouvez voir ici, on associe le symbole matrice N, avec la constante de 2, c'est le nombre de lignes. Matrice M est associée à la valeur 3, c'est le nombre de colonnes. Et maintenant, on va regarder comment on peut afficher la matrice. Donc, je vais, bon, quand même, on va regarder cet exemple.
Ça, c'est matrice. C'est matrice. Ça, c'est tableau de tableau. Ça, c'est ça, c'est est-ce que c'est ça ou non? Non, c'est ça. Matrice.s. Matrice.s. C'est ça. Donc, ça, c'est le programme. C'est bon. Affichage d'une matrice avec la dimension 3 lignes, 2 colonnes, implémentée comme tableau de tableau. Dans le bloc point date, comme vous voyez ici, on déclare la première ligne, c'est 11, 12, 13. Par la suite, deuxième ligne, 21, 22, 23. Et maintenant, regardons de quelle façon on peut afficher. Dans le segment texte, la première instruction, on va charger dans le registre S0 adresse qui est associé avec l'espace mémoire qui est utilisé pour allouer notre matrice. C'est le nom symbolique matrice qui représente cette adresse. Par la suite, avant de commencer la boucle, on va initialiser notre index I de la ligne courante. C'est le registre S1 qui est utilisé pour préserver l'index. Par la suite, on commence la boucle. C'est la boucle sur I. La première instruction ici charge dans le registre T0 notre taille en nombre de lignes. Par la suite, la condition de la fin de la boucle, c'est dès que notre I devient plus grand que N, ça veut dire que le traitement est terminé. Maintenant, on va préparer les données pour la deuxième boucle imbriquée. Donc, S2 est initialisé à 0. Ça, c'est notre J qui est associé à S2. La boucle J qui commence, donc on charge dans T0 la constante M, c'est la taille en nombre de colonnes. La condition sur J, dès que J devient plus grand que le nombre de colonnes, dans ce cas, on va sauter à l'étiquette fin J. Maintenant, on va calculer l'adresse de l'élément à la position IJ. Donc, on utilise cette formule. C'est I multiplié par matrice, par la taille, par le nombre des colonnes. Par la suite, additionner le numéro de la colonne et ajouter, multiplier ça par le déplacement correspondant à chaque élément. C'est point word, c'est 32 bits, 4 octets.
Et en addition, ce déplacement à l'adresse initiale, c'est le symbole matrice, le nom symbolique matrice. Donc, on charge dans T0 notre adresse, la taille, c'est nombre de colonnes. Par la suite, comme vous voyez ici, on utilise l'instruction mul parce qu'on ne sait pas c'est quoi ce nombre. Donc, on utilise l'instruction générale. S1, ça, c'est le contenu, ça, c'est notre variable I multiplié par matrice M, par la taille M. Et le résultat, on place dans S3. Par la suite, on fait addition. Le résultat de la multiplication plus J, ça, c'est contenu de S2. S3 est utilisé pour accumuler les résultats. Par la suite, déplacement en nombre d'octets, multiplication par 4 est effectuée avec l'instruction SLLI. Et finalement, on complète notre calcul en addition l'adresse du premier élément, c'est le contenu de S0. Adresse effective est formée. Maintenant, on va afficher la valeur qui est stockée là. Donc, load word ici permet de charger le contenu de l'adresse qu'on vient de calculer dans le registre A0 et par la suite, on utilise le service printInt pour afficher ce nombre. Par la suite, espace, on affiche et ici, comme vous voyez, on avance sur J. Donc, J est incrémenté et on revient à la boucle sur J. Dès qu'on termine la boucle sur J, il faut avancer dans la boucle I. Donc, c'est à partir de cette étiquette qu'on commence. Ici, l'affichage de saut de ligne pour passer à la prochaine ligne. On fait l'ajustement de la variable d'itération I et on saute à loop I. Et finalement, dès qu'on termine le parcours de 2 dimensions, donc on termine notre programme. Et maintenant, si on regarde l'exécution du code, c'est bel et bien le contenu de ma matrice qui est affiché 11, 12, 13, 22, 21, 22, 23. Comme vous voyez, sur 2 lignes, tout est beau. À ce point, je termine le cours d'aujourd'hui et la semaine prochaine, on va continuer la matière et on va faire aussi la révision. Certaines parties de la révision va être faite avec moi et une autre partie va être complétée au laboratoire. Oui. Non, c'est en classe. Ouais, ouais, ouais. Il y a un seul groupe, donc si tout le monde est là. Oui, 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 oui.